Mes parents ont emmené tous les petits-enfants à un festival d'hiver, mais ont dit à mon fils qu'il n'y avait assez de billets que pour les vrais petits-enfants. Il a regardé ses cousins faire un tour de grande roue avec les passes que j'avais payées. Je n'ai rien dit. Je suis rentré à la maison, j'ai échangé tous les points de récompense qu'ils utilisent et j'ai annulé la carte. À l'aube, ma mère frappait à ma porte en larmes. Je m'appelle Nathan. J'ai 33 ans et, s'il y a une chose que j'ai apprise sur la famille, c'est ceci, ils ne se souviennent de vous que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Au cours de la dernière décennie, j'ai été le calme, le fiable, celui qui se présente quand le loyer est court, quand les paiements de voiture sont rejetés, quand les dépôts de vacances doivent être couverts. Mes parents ne m'ont jamais rien demandé directement. Ils ont suggéré, ils ont fait des allusions. Ils ont laissé les portes ouvertes jusqu'à ce que je les franchisse avec mon portefeuille. Je travaille dans l'informatique. Je répare des serveurs, je résous les pannes de réseau et je gère les protocoles de sécurité pour les entreprises de taille moyenne. Le salaire est correct, pas riche, mais suffisamment confortable pour subvenir aux besoins de mon fils Jake et avoir encore de la marge pour aider quand la famille appelle. Et ils appelaient souvent. Ma sœur Rachel est différente. Elle a toujours été différente, de 3 ans ma cadette, mariée à un gars nommé Caleb, qui travaille dans la vente mais ne semble jamais conclure d'affaires. Ils ont 2 enfants. Mes parents traitent ces enfants comme des rois. Chaque anniversaire est une célébration. Chaque bulletin scolaire est encadré. Chaque égratignure au genou donne lieu à un appel. Jake a 8 ans. Il est calme comme moi. Il aime les dinosaures, construit des villes Lego qui s'étendent sur le sol de notre salon et pose des questions qui me font hésiter parce que je n'ai pas toujours les réponses. Il vit avec moi à plein temps. Sa mère est partie quand il avait 2 ans. Pas de drame, pas de bataille pour la garde. Elle a juste décidé que la maternité n'était pas pour elle et a déménagé à l'autre bout du pays. Je l'ai élevé seul depuis lors. Mes parents le voient différemment. Ils le voient comme une demi-famille, comme l'enfant issu d'une situation brisée, comme le petit-fils qui leur rappelle la belle-fille qui est partie. Ils ne le disent jamais directement, mais je le sens dans la façon dont ils disposent les photos sur la cheminée. Les enfants de Rachel sont au premier plan. Jake est coincé dans le coin arrière, à moitié coupé, à peine visible. Quand j'avais 19 ans, j'ai acheté ma première voiture avec l'argent que j'avais économisé grâce à un emploi d'été. Mes parents l'ont emprunté 3 mois plus tard pour emménager Rachel dans son dortoir universitaire. Ils l'ont rendu avec un réservoir d'essence vide et une bosse dans le pare-chocs arrière. Pas d'excuses, juste un haussement d'épaule et un commentaire sur le fait que je devrais être reconnaissant qu'il m'ait élevé pour être généreux. À 25 ans, j'ai co-signé un prêt pour qu'ils puissent refinancer leur hypothèque à un taux plus bas. Ils avaient besoin de ma cote de crédit parce que la leur avait été affectée par des paiements en retard et des cartes de crédit utilisées au maximum. J'ai signé parce qu'ils ont dit que c'était temporaire. Ce refinancement figure toujours sur mon rapport de crédit. Je reçois toujours des alertes lorsque les paiements sont effectués. À 29 ans, j'ai payé la compte de la salle de mariage de Rachel lorsque le financement de Caleb a échoué, $2000 virés un mardi parce que la salle allait annuler. Mes parents ont appelé cela un prêt. Rachel a appelé cela un cadeau. Je n'ai plus jamais revu cet argent. Il y a 4 ans, j'ai commencé à utiliser ma carte de crédit pour leurs achats quotidiens, épicerie, essence, dîner au restaurant. Ils me remboursaient parfois en espèces, d'autres fois, ils oubliaient. Finalement, j'ai cessé de demander. La carte a accumulé des points, des milliers de points, des points de récompense qui s'accumulaient mois après mois, achat après achat. Mes parents ont découvert qu'ils pouvaient utiliser ces points pour voyager, pour des expériences, pour des billets d'événements. Ils ne m'ont jamais remercié pour les points. Ils ont remercié la société de cartes de crédit pour le programme de récompense. Jake a commencé à poser des questions l'année dernière. Il a demandé pourquoi grand-maman et grand-papa emmènent ses cousins au match de baseball mais ne l'invitent jamais. Il a demandé pourquoi le matin de Noël était différent chez eux, pourquoi sa chaussette était plus petite, pourquoi ses cadeaux provenaient des soldes tandis que ses cousins déballaient de nouvelles tablettes et de nouveaux vélos. Je lui ai dit que les familles étaient compliquées. Je lui ai dit que l'amour n'était pas toujours égal, mais que cela ne le rendait pas moins réel. Je lui ai dit des choses auxquelles je ne suis pas sûr de croire encore. Le festival d'hiver a été le point de rupture, non pas parce que c'était la pire chose qu'ils aient faite, mais parce que c'était la plus claire. Le festival d'hiver était une tradition dans notre ville. Chaque décembre, le parc des expositions se transformait en un paysage lumineux de lumière, de manèges,
de stands de nourriture et de patinoires. Les familles venaient emmitouflées dans des manteaux et des écharpes, les enfants tenant du chocolat chaud, les parents riant à côté des jeux de carnaval. Il portait sa veste préférée, celle avec un écusson de dinosaure cousu sur la manche. Il a parlé pendant tout le trajet en voiture des manèges qu'il voulait essayer en premier, si la grande roue serait trop effrayante, s'il y aurait des pommes au caramel. Lorsque nous sommes arrivés au parc des expositions, mes parents attendaient près de l'entrée avec Rachel, Caleb et leurs 2 enfants. Les cousins portaient déjà des colliers lumineux et tenaient des sacs de barbe à papa. Ma mère a souri quand elle nous a vus, mais c'était un sourire forcé, le genre qui n'atteint pas les yeux. Je me suis garé et je me suis approché avec Jake à mes côtés. Il a fait signe à ses cousins. Ils ont fait signe en retour, distraits par un jongleur qui se produisait près de la porte. Mon père a distribué les billets, un à chacun des enfants de Rachel, un à Rachel, un à Caleb. Puis il s'est arrêté. J'ai attendu. Jake a attendu. Ma mère a jeté un coup d'œil à mon père, puis à moi. Nous n'avons acheté assez de billets que pour les vrais petits-enfants. Les mots ont atterri comme des pierres. Je les fixais du regard, attendant la chute, attendant le rire qui signalerait qu'elle plaisantait. Il n'est jamais venu. Jake a levé les yeux vers moi, confus. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Mon père s'est raclé la gorge. « Nous ne pensions pas que tu l'emmènerais vraiment. Tu travailles habituellement le week-end. » Rachel s'est agitée, soudain très intéressée à ajuster son écharpe. Caleb a vérifié son téléphone. Les cousins n'ont rien remarqué. Ils couraient déjà vers l'entrée, entraînant leurs parents avec eux. Ma mère a touché mon bras, sa voix baissant presque à un murmure. « Nathan, ce n'est rien de personnel. Nous voulions juste une journée avec notre vraie famille. » J'ai retiré mon bras. J'ai senti la petite main de Jake se serrer autour de la mienne. Il ne pleurait pas. Il était juste là, figé, essayant de comprendre pourquoi sa grand-mère disait qu'il n'était pas réel. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu exiger une explication. J'aurais pu faire une scène juste là à l'entrée où d'autres familles passaient devant, inconscientes de la petite catastrophe qui se déroulait à côté du guichet. Au lieu de cela, je me suis agenouillé à côté de Jake. Je lui ai dit que nous allions rentrer à la maison et vivre notre propre aventure. Je lui ai dit que nous louerions un film, que nous ferions du pop-corn, que nous construirions la plus grande ville Lego qu'il ait jamais imaginée. Il a hoché la tête, mais ses yeux étaient humides. Il n'a pas demandé pourquoi. Il le savait déjà. En retournant à la voiture, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Mes parents étaient déjà à l'intérieur, riant avec Rachel et les cousins. Je les ai regardés s'approcher de la grande roue, je les ai regardés remettre les passes, j'ai regardé le préposé scanner les billets et leur faire signe de passer. Ces passes ont été achetées avec des points, mes points, accumulés pendant des années de mes achats, mes dépenses, ma carte de crédit qui finançait leur épicerie, leur essence et leur soirée. Ils ont utilisé mon argent pour exclure mon fils. Jake est resté silencieux pendant tout le trajet du retour. Quand nous sommes entrés, il est allé directement dans sa chambre. Il n'a pas construit de Lego. Il n'a pas demandé de film. Il s'est juste assis sur son lit en fixant le mur, portant toujours sa veste avec l'écusson de dinosaure. Je suis resté dans l'embrasure de la porte à le regarder et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi se fissurer, pas se casser, se fissurer comme de la glace qui se fend sous la pression. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, fixant l'écran, mais sans vraiment le voir. L'image revenait sans cesse dans ma tête, Jake debout à l'extérieur des portes du festival, sa petite main dans la mienne, regardant ses cousins disparaître dans un monde de lumière et de rire pendant que sa grand-mère lui disait qu'il n'était pas assez réel pour se joindre à eux. De vrais petits-enfants. L'expression résonnait. Elle bouclait. Elle s'est installée dans ma poitrine comme un poids que je ne pouvais pas déplacer. J'ai pensé à appeler mes parents. J'ai pensé à envoyer un texto à Rachel, en lui demandant comment elle avait pu rester là sans rien dire alors que son fils était inclus et que le mien était effacé. Mais je savais ce qui allait se passer. Ils allaient se défendre. Ils allaient transformer cela en quelque chose de raisonnable, quelque chose pour lequel je réagissais de manière excessive. Ils allaient dire que j'étais trop sensible, que j'en faisais une affaire personnelle alors qu'il s'agissait simplement d'un simple problème de logistique. Logistique. Comme si mon fils était un conflit d'horaires. J'ai consulté mon compte de carte de crédit.
Je n'avais pas regardé le solde des récompenses depuis des mois, peut-être plus longtemps. Je savais juste qu'il était là, s'accumulant avec chaque course à l'épicerie qu'il me demandait de couvrir, chaque dîner qu'il suggérait que je paie parce qu'ils étaient à court d'argent cette semaine, chaque plein d'essence qu'il faisait en utilisant ma carte parce que la leur était au maximum. Le chiffre sur l'écran m'a glacé le sang, 487 000 points, près d'un demi-million de points, assez pour réserver des vols internationaux, assez pour couvrir des séjours dans des hôtels de luxe, assez pour financer le genre de vacances que la plupart des familles économisent pendant des années pour se permettre. J'ai cliqué sur l'historique des transactions, des achats remontant à 4 ans, des centaines d'entrées, épiceries, stations-service, restaurants, grands magasins, pharmacies. Certains dont je me souvenais, la plupart non. Mes parents utilisaient ma carte si souvent qu'elle est devenue invisible, routinière, attendue. J'ai défilé plus loin et j'ai trouvé des échanges, des points encaissés pour des billets de festival, pour des passes de concert, pour des escapades de week-end, pour la croisière qu'ils ont faite l'été dernier, celle dont ils ont parlé sur Facebook avec des légendes sur la façon dont ils étaient bénis, à quel point ils étaient reconnaissants, à quel point la famille était tout. Ils avaient utilisé mon argent pour construire leurs souvenirs, des souvenirs qui n'incluaient pas mon fils. J'ai vérifié les échanges à venir. Il y avait une croisière réservée pour février, un voyage de 7 jours dans les Caraïbes avec des arrêts dans 3 îles. La réservation était entièrement financée par des points, mes points. Ils avaient échangé 280 000 points il y a 2 mois pour couvrir le prix de la croisière, le forfait boisson, les passes d'excursion, même l'assurance voyage. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Mes mains tremblaient, pas de colère, mais de quelque chose de plus froid, de la clarté. Ils ne me voyaient pas comme de la famille. Ils me voyaient comme une ressource, un plan de secours, une ligne de crédit sans conséquence. Et Jake ? Jake était un dommage collatéral dans leur hiérarchie d'affection. J'ai entendu sa porte s'ouvrir en grinçant. Il est entré dans la cuisine en pyjama, se frottant les yeux. « Papa, ça va ?» J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis retourné et je lui ai souri, le genre de sourire qu'il faut faire un effort pour maintenir. « Oui, mon pote. Je vais bien. » Il a grimpé sur mes genoux, posant sa tête contre ma poitrine. Il a dit doucement, « Je ne pense pas que grand-maman m'aime beaucoup. » Je l'ai serré plus fort. Je n'ai pas argumenté. Je ne lui ai pas dit qu'il avait tort parce qu'il n'avait pas tort. Après qu'il se soit endormi dans mes bras, je l'ai ramené dans son lit et je l'ai bordé. Puis je suis retourné à la table de la cuisine, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai recommencé à cliquer. Au lever du soleil, j'avais pris une décision, non pas par rage, non pas par dépit, mais par quelque chose de plus simple, le respect de soi. Je me suis connecté au portail de la carte de crédit et j'ai navigué vers la section des récompenses. L'interface était claire, organisée, facile à utiliser. Elle listait les points disponibles, les options d'échange et un historique des transactions passées. J'ai cliqué sur échanger des points et j'ai examiné les options, remise en argent, crédit de voyage, carte cadeau, don de bienfaisance, crédit de relevé. J'ai sélectionné la remise en argent. Le maximum autorisé par transaction était de 25 000 points, soit 250 $. J'ai cliqué sur confirmer. Puis je l'ai fait encore, et encore, et encore. Chaque transaction prenait moins d'1 minute. Le système a traité instantanément, transférant des points du solde des récompenses vers mon compte chèque par incrément de 250 $. J'ai échangé 19 transactions avant que le système ne signale mon activité et n'exige une vérification de sécurité. J'ai vérifié mon identité et j'ai continué. Au moment où j'ai terminé, le solde des récompenses affichait 487 000 points convertis en 4 870 $ déposés sur mon compte. Les transactions seraient comptabilisées dans les 2 jours ouvrables. Je me suis adossé et j'ai fixé l'écran de confirmation. Ma poitrine était serrée, mais pas de culpabilité, d'autre chose, de soulagement peut-être, ou de clôture. Puis j'ai cliqué sur la réservation de croisière. La réservation était liée au programme de récompense, entièrement financé par des points échangés. La politique d'annulation était claire, annuler plus de 60 jours avant le départ, remboursement complet, annuler dans les 60 jours, perdre la compte, annuler dans les 30 jours, tout perdre. La croisière était dans 54 jours. J'ai cliqué sur annuler la réservation. Une fenêtre contextuelle est apparue demandant confirmation. J'ai cliqué sur confirmer. Une autre fenêtre contextuelle a averti que tous les points échangés reviendraient sur le compte sous forme de crédit.
Mais comme le compte n'avait plus assez de points pour couvrir l'échange initial, la réservation serait simplement annulée. J'ai cliqué à nouveau sur confirmer. L'écran s'est actualisé. Réservation annulée. J'ai vérifié leurs autres réservations. Il y avait un séjour à l'hôtel prévu pour le réveillon du Nouvel An dans la ville, 2 nuits dans une suite de luxe réservée avec 48 000 points. Je l'ai annulé. Il y avait un concert en mars, des places VIP réservées avec 22 000 points. Je l'ai annulé. Chaque réservation liée au compte de récompense, chaque expérience qu'ils avaient prévue en utilisant mon argent, je les ai toutes annulées. Puis j'ai navigué vers les paramètres du compte et j'ai sélectionné fermer la carte. Le système a demandé pourquoi je fermais. J'ai sélectionné plus nécessaire. Il a demandé si je voulais transférer le compte à un autre utilisateur. J'ai sélectionné non. Une dernière confirmation est apparue. J'ai lu l'avertissement. La fermeture de la carte mettrait fin à tous les comptes liés, à tous les utilisateurs autorisés, à tous les paiements automatiques liés au numéro de la carte. Une fois fermée, la décision ne pourrait pas être annulée. J'ai cliqué sur fermer le compte. L'écran est devenu vide pendant un moment, puis s'est actualisé avec un message de confirmation, compte fermé. Carte désactivée. Tous les services liés ont été notifiés. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis dirigé vers la fenêtre. Le soleil se levait pâle et froid au-dessus des toits. Mon téléphone était toujours silencieux. Mes parents ne sauraient que quelque chose ne va pas jusqu'à ce qu'ils essaient d'utiliser la carte ou jusqu'à ce qu'ils consultent leur email et voient les avis d'annulation. J'ai versé une tasse de café et je me suis assis à la table en attendant. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Les coups ont commencé à 6h47. Fort, frénétique, implacable. J'étais toujours à la table de la cuisine lorsque le premier coup a frappé la porte, puis le deuxième. Puis la voix de ma mère, stridente et désespérée, a traversé le calme matinal. Nathan, ouvre cette porte tout de suite. Je n'ai pas bougé. J'ai pris une autre gorgée de café, j'ai reposé la tasse lentement et j'ai écouté sa mère frapper à nouveau contre la porte. La voix de mon père s'est jointe à la sienne, plus profonde, plus en colère, exigeant que je les laisse entrer. J'ai attendu, j'ai laissé les coups continuer pendant 1 minute entière de plus. Puis je me suis levé, je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Le visage de ma mère était rouge, ses yeux gonflés. Elle était toujours en pyjama, un manteau jeté dessus, les cheveux décoiffés. Mon père se tenait derrière elle, habillé mais ébouriffé, tenant son téléphone comme une arme. Elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement sans attendre d'invitation. Mon père a suivi. Ils ont tous les deux commencé à parler en même temps, leurs mots se chevauchant, leur voix s'élevant. « Qu'est-ce que tu as fait ? La carte ne fonctionne pas. J'ai essayé d'acheter de l'épicerie ce matin et elle a été refusée. J'ai essayé d'appeler la société et ils ont dit que le compte est fermé. » Fermé ? Nathan, comment as-tu pu le fermer sans nous le dire ? Mon père a coupé court. Et la croisière ? Nous venons de recevoir un email disant que la croisière est annulée. Nous perdons tout, la compte, les excursions, tout. As-tu la moindre idée de ce que ça a coûté ? Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, et je les ai laissés terminer. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas défendu. J'ai juste attendu que le silence s'étire suffisamment longtemps pour qu'il n'ait pas d'autre choix que de me regarder et d'attendre une réponse. J'ai parlé à voix basse. Cela a coûté 280 000 points, mes points, de ma carte de crédit que vous utilisez depuis 4 ans sans me demander. Ma mère a cligné des yeux. Nous t'avons remboursé. J'ai secoué la tête. Parfois en espèces, peut-être un quart de ce que vous avez dépensé. Le reste s'est juste accumulé. Vous ne m'avez pas remboursé. Vous avez dépensé mon argent et vous avez appelé ça une faveur familiale. Mon père s'est avancé. Nous sommes tes parents. Tu ne fais pas payer tes parents pour les aider. J'ai laissé cela reposer un instant. Vous avez emmené Jake à un festival auquel il n'était pas autorisé à assister. Vous avez utilisé mes points pour acheter des billets pour tout le monde sauf mon fils. Vous lui avez dit qu'il n'y en avait que pour les vrais petits-enfants. Et puis vous êtes entré et vous vous êtes bien amusé pendant qu'il était assis dans ma voiture à pleurer. Le visage de ma mère a changé. Elle a commencé à dire quelque chose, s'est arrêtée, puis a réessayé. C'était un malentendu. Nous n'avions juste pas assez de billets. Je me suis éloigné du comptoir et je me suis approché.
Vous aviez assez de points pour réserver une croisière de 7 jours. Vous aviez assez de points pour acheter des billets de concert et des suites d'hôtels et des passes pour des festivals. Vous en aviez assez pour tout le monde sauf lui. Et vous avez utilisé mon argent pour le faire. La mâchoire de mon père s'est serrée. Alors c'est une vengeance. Tu nous punis à cause d'une mauvaise journée. J'ai croisé son regard. Non, c'est de la clarté. J'en ai fini d'être votre distributeur automatique. J'en ai fini de faire semblant que vous me voyez comme autre chose qu'un portefeuille. Et j'en ai fini de vous laisser traiter mon fils comme s'il n'avait pas d'importance. La voix de ma mère s'est brisée. Nathan, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons en parler. J'ai ouvert la porte. Il n'y a rien à arranger. Vous avez fait votre choix. Maintenant, j'ai fait le mien. Ils sont restés là, figés, à me regarder comme si j'étais devenu quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient pas. Une dernière chose avant qu'ils ne partent, la carte est fermée. Les points ont disparu. Et moi aussi. Après leur départ, l'appartement m'a paru différent, plus calme, plus propre, comme si quelque chose de lourd avait été soulevé et emporté par la porte avec eux. Je ne me sentais pas coupable. J'attendais que la culpabilité arrive, que la voix dans ma tête me murmure que j'étais allé trop loin, que couper les liens avec sa famille était cruel, que je devais m'excuser et rétablir la carte et faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. La voix n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose, de la concentration. J'ai passé le reste de la matinée à rassembler des documents. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé dans l'historique du compte de carte de crédit, en téléchargeant les relevés de transactions remontant à 4 ans. Chaque achat, chaque paiement, chaque utilisation de points. J'ai exporté les données dans une feuille de calcul et j'ai commencé à les classer par catégorie, épicerie, essence, restaurant, vente au détail, voyage, service public, assurance, abonnement. Les chiffres étaient stupéfiants. En 4 ans, mes parents avaient dépensé 127 000 $ sur ma carte. J'avais été remboursé en espèces d'environ 31 000 $. Les 96 000 $ restants avaient été absorbés dans mes finances, traités comme des dépenses normales, jamais remis en question, jamais suivis. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai recoupé les dépôts en espèces avec les dépenses. La plupart des remboursements ont eu lieu au début, lorsqu'ils faisaient encore semblant que l'arrangement était temporaire. Au cours de la 2e année, les paiements en espèces ont diminué. Au cours de la 3e année, ils ont complètement cessé. J'ai créé une ventilation visuelle, un graphique montrant les dépenses par rapport au remboursement. L'écart s'est creusé mois après mois, année après année, jusqu'à ce que les 6 derniers mois affichent 0 remboursement et plus de 18 000 $ de dépenses. J'ai enregistré le fichier et je l'ai intitulé l'historique financier. Ensuite, j'ai consulté l'historique du programme de récompense. Chaque utilisation de points était enregistrée avec une date, une description et une valeur. J'ai copié la liste dans un document séparé et j'ai surligné les principales utilisations, billets de festival, passes pour des concerts, séjour d'un week-end à l'hôtel, vol pour rendre visite à Rachel à travers l'État, voiture de location, bons de restauration, forfait spa, billets de théâtre, et la croisière à 280 000 points qui venait d'être annulée. J'ai ajouté une note à côté de l'entrée de la croisière, annulée le 8 décembre en raison de la fermeture du compte. Aucun remboursement n'a été effectué. J'ai enregistré le fichier et je l'ai intitulé l'historique des utilisations de récompenses. Puis j'ai approfondi mes recherches. J'ai cherché dans mes emails des conversations concernant la carte de crédit. J'ai trouvé des dizaines de messages, des demandes pour que je couvre les achats parce qu'ils étaient à court d'argent cette semaine-là, des promesses de me rembourser qui n'ont jamais été suivies, des mentions occasionnelles de points de récompense et de la chance qu'ils avaient d'avoir accès à un si bon programme. Un email de ma mère envoyé il y a 14 mois s'est démarqué. Il disait, « Nathan, peux-tu utiliser ta carte pour notre dîner d'anniversaire ce soir ? Nous te rembourserons la semaine prochaine. » De plus, j'ai vu que nous avons assez de points pour cette dégustation de vin à Napa. Réservons-la. Ils ne m'ont jamais remboursé pour le dîner, et ils ont fait la dégustation de vin 3 semaines plus tard. J'ai enregistré le fil de discussion par email au format PDF et je l'ai ajouté à un dossier intitulé « Communication ». J'ai passé l'après-midi à construire une chronologie, une représentation visuelle de l'évolution de la relation financière. L'année 1 a montré un avantage mutuel. J'ai aidé en cas d'urgence. Ils ont remboursé rapidement. L'année 2 a montré un glissement.
Remboursement retardé, puis partiel. L'année 3 a montré une dépendance. Ils ont commencé à considérer ma carte comme leur principal moyen de paiement. L'année 4 a montré une exploitation, aucun remboursement, utilisation massive de points et droits acquis dans chaque interaction. La chronologie s'est terminée par le festival d'hiver, l'événement qui a cristallisé tout. J'ai imprimé la chronologie, les résumés des transactions, les fils de discussion par email et l'historique des récompenses. Je les ai placés dans un dossier et je les posés sur la table de la cuisine. Je ne savais pas si je le montrerais un jour à quelqu'un, mais le fait de l'avoir organisé, documenté, indéniable, m'a donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle. Mon téléphone a vibré. Un texto de Rachel, maman et papa sont vraiment bouleversés. Tu n'étais pas obligé de réagir de façon aussi radicale. J'ai regardé le message pendant longtemps. Puis j'ai tapé une réponse. Ils ont utilisé mon argent pour exclure mon fils. Ce n'est pas réagir de façon radicale. C'est fixer des limites. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre la table. Un autre texto est arrivé, cette fois de mon père, nous devons parler. Ce n'est pas fini. J'ai pris le téléphone, j'ai lu le message et je l'ai supprimé sans répondre. Puis j'ai ouvert le dossier sur la table et j'ai ajouté un document supplémentaire, une copie imprimée de l'itinéraire de croisière annulé avec une note manuscrite au bas, payé avec des points gagnés grâce à mes dépenses. Annulé parce que mon fils n'est pas une vraie famille. J'ai fermé le dossier et je l'ai poussé sur le côté. Les preuves étaient rassemblées. Le dossier était constitué. Maintenant, je devais juste attendre que les conséquences se fassent pleinement sentir. L'effondrement s'est produit plus vite que je ne l'avais prévu. En 48 heures, tout le poids de ma décision les a frappés comme une avalanche financière. La première victime a été la croisière. L'email d'annulation est arrivé dans leur boîte de réception à 9 h du matin le lendemain de la fermeture de la carte. Pas de remboursement, pas de crédit partiel, pas de possibilité de refaire la réservation. La politique de la compagnie de croisière était claire, les annulations dans les 60 jours entraînaient la perte de tous les points utilisés et des frais associés. Ils ont perdu toute la réservation, 7 jours en mer, 3 escales sur des îles, des forfaits boissons, des excursions à terre, tout était perdu. Ma mère a appelé la compagnie de croisière. Elle a passé 2 heures au téléphone à exiger qu'ils rétablissent la réservation, expliquant que c'était une erreur, que quelqu'un avait accédé au compte sans autorisation. Le représentant du service clientèle était poli mais ferme. Le titulaire du compte avait lancé l'annulation. Le titulaire du compte avait vérifié son identité. L'annulation était définitive. Elle m'a appelé 11 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux allant de la supplication à la fureur. Dans l'un d'eux, Nathan, tu es en train de détruire cette famille. Rappelle-moi et répare ça. Dans un autre, elle a sangloté, comment peux-tu être si cruel? Nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter jusqu'au bout. La deuxième victime a été leur projet de réveillon du Nouvel An. La réservation d'hôtel dans la ville, la suite de luxe avec vue sur les toits, annulée. Ils avaient invité des amis, fait des réservations de dîner dans un restaurant sur le toit, prévu de fêter le Nouvel An avec style. Lorsque l'hôtel a envoyé la confirmation d'annulation, ma mère a essayé de refaire la réservation avec une autre carte. La même chambre coûtait maintenant 800 $ la nuit au lieu d'être gratuite. Elle n'avait pas les moyens de se la payer. Elle a publié sur Facebook un message vague et passif-agressif, quand les gens en qui vous avez confiance vous trahissent, ça fait plus mal que tout. Je prie pour avoir la force pendant cette période difficile. Les commentaires ont afflué, des amis offrant leur sympathie, demandant ce qui s'était passé, envoyant des prières et des émojis en forme de cœur. Rachel a commenté, nous sommes là pour toi, maman. La famille avant tout. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas engagé. Je me suis contenté de regarder de loin pendant qu'il me dépeignait comme le méchant, et je n'ai rien ressenti. La troisième victime était plus petite mais plus immédiate, leur budget d'épicerie. Pendant des années, ils avaient utilisé ma carte pour faire les courses hebdomadaires, accumulant des points à chaque achat. Maintenant, la carte avait disparu. Leur propre carte était au maximum. Ils ont dû passer à une carte de débit liée à un compte courant qui était presque vide à la fin de chaque mois. Mon père m'a envoyé un texto, nous ne pouvons même plus nous permettre de faire les courses à cause de ce que tu as fait. J'espère que tu es content.
J'ai répondu cette fois, vous avez dépensé 96 000 $ de mon argent en 4 ans et vous avez remboursé 31 000 $. Vous pouvez vous permettre de faire les courses. Vous ne pouvez juste plus vous permettre le style de vie que vous avez construit sur mon crédit. Il n'a pas répondu. La quatrième victime a été leur statut social. Les billets de concert dont ils s'étaient vantés auprès de leurs amis, les places VIP dont ils avaient parlé sur les réseaux sociaux, annulées. Les amis qu'ils avaient invités étaient confus, puis agacés. Mes parents se sont empressés d'expliquer, racontant une histoire de fraude à la carte de crédit et d'erreur du système. Mais les failles sont apparues. Les gens ont commencé à poser des questions. L'une des amies de ma mère m'a envoyé un message directement, « Ta mère a dit que quelqu'un avait piraté son compte et avait tout annulé. » Est-ce vrai? Je n'ai pas menti. Non, j'ai fermé ma carte de crédit. Ils l'utilisaient depuis des années. Les récompenses qu'ils utilisaient étaient gagnées grâce à mes dépenses. J'ai annulé la carte, et tout ce qui y était lié a été annulé. Elle a lu le message. Elle n'a pas répondu. Mais une semaine plus tard, j'ai remarqué que ma mère l'avait retiré de ses amis sur Facebook. La cinquième et dernière victime a été leur relation avec Rachel. Ma sœur avait prévu de les rejoindre pour la croisière. Elle avait pris des congés, organisé la garde de ses enfants, fait ses valises. Lorsque le voyage a été annulé, elle était furieuse, pas contre moi, mais contre eux. Elle a appelé ma mère. « Comment avez-vous pu laisser faire ça? Vous m'avez dit que le voyage était payé. Vous m'avez dit que c'était sûr. » Ma mère a essayé d'expliquer. Elle a essayé de rejeter la faute sur moi, de me dépeindre comme vindicatif et déraisonnable. Mais Rachel n'y croyait pas. Elle avait vu l'incident du festival. Elle était là quand mon fils a été refoulé à la porte. Elle savait exactement pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Rachel m'a envoyé un texto 2 semaines plus tard. Je ne dis pas que tu avais raison, mais je ne dis pas non plus que tu avais tort. J'ai enregistré le message. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une validation que j'allais obtenir. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai fermé la carte, 3 mois depuis que la croisière a été annulée, depuis que mes parents se sont présentés à ma porte en larmes, depuis que j'ai tracé une ligne et refusé de la franchir à nouveau. La vie a été plus calme, plus simple, plus petite à certains égards, mais plus grande dans les domaines qui comptent. Jake est plus heureux. Il ne pose plus de questions sur ses grands-parents. Il ne se demande plus pourquoi il ne l'invite pas à des choses ou pourquoi ses cousins sont traités différemment. Il a cessé de mesurer sa valeur par rapport à leur affection. Et regarder ce changement, le voir abandonner le besoin de leur approbation, a été la plus grande validation que je pouvais demander. Nous avons commencé nos propres traditions. Les samedis matins sont réservés aux crêpes et aux dessins animés. Les dimanches après-midi sont réservés à la construction de villes Lego qui s'étendent dans tout le salon. Nous allons au parc, à la bibliothèque, au musée des sciences. Nous créons des souvenirs qui nous appartiennent, pas à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis ce matin-là. Ils ont essayé encore quelques fois au cours du premier mois, appels téléphoniques, textos, emails. Ma mère a envoyé une carte par la poste avec une note manuscrite, « Nous t'aimons. S'il te plaît, pardonne-nous. » Je n'ai pas répondu, non pas parce que je leur en veux, mais parce que le pardon sans changement n'est qu'une permission de répéter le schéma, et je ne donne plus la permission. Rachel m'a contacté une fois. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café dans un lieu neutre, un endroit où aucun de nous n'avait d'histoire. Elle ne s'est pas excusée pour le festival. Elle n'a pas défendu nos parents. Elle a juste demandé comment allait Jake. Je lui ai dit qu'il allait bien. Elle a hoché la tête. J'en suis contente. Nous n'avons pas prévu de nous revoir, mais la conversation s'est terminée sans tension, et cela me semblait suffisant. Mon père a envoyé un dernier email il y a 6 semaines. Il était long, détaillé, plein de justifications et d'explications. Il a dit qu'il m'avait toujours traité comme un membre de la famille. Il a dit que j'étais injuste. Il a dit que je les punissais pour un malentendu. À la fin de l'email, si tu ne rétablis pas la carte et que tu ne répares pas ça, tu choisis de t'éloigner de cette famille. J'ai lu l'email 2 fois. Puis je l'ai supprimé parce que la vérité est que je ne m'éloigne pas de la famille. Je m'éloigne du fait d'être utilisé. Et ce n'est pas la même chose. Les 4 870 $ provenant des points utilisés sont sur un compte d'épargne. Je n'y ai pas touché. Je les garde pour Jake, pour l'université ou une voiture ou tout ce dont il aura besoin le moment venu. C'est à lui maintenant,
comme ça aurait toujours dû être. Je ne me sens pas coupable. Je ne me sens pas en colère. Je me sens juste clair. Il y a des moments où je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait, des moments où je pense à la version de moi-même qui se serait excusée, qui aurait rétabli la carte, qui serait revenue à son rôle de personne fiable, de soutien invisible, de portefeuille familial. Mais ensuite, je regarde Jake. Je le vois construire des tours Lego, rire devant des dessins animés, me poser des questions sur les dinosaures dans l'espace, et sur le fonctionnement des aimants. Je le vois libéré du poids d'essayer de gagner l'amour de personnes qui classent les petits-enfants. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Je n'ai plus besoin de leur approbation. Je n'ai plus besoin de leur validation. Je n'ai plus besoin de faire partie d'une famille qui me considère comme une ressource au lieu d'une personne. J'ai Jake. J'ai la paix. J'ai des limites. Et c'est suffisant.